Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va reviewer aujourd'hui NXT TakeOver Portland. Donc j'avais dit dans la vidéo précédente, en fin de vidéo, que la prochaine vidéo serait une vidéo TEW, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait TakeOver le même week-end. Donc on va reviewer ce TakeOver et il y aura la vidéo TEW un peu plus tard. Donc le show a commencé avec un concert. Bon, c'est pas un problème pour moi. On va parler des matchs avec Keith Lee qui a défendu son championnat nord-américain contre Dominik Dijakovic. Pas hyper chaud pour ce match parce que j'apprécie pas spécialement Dominik Dijakovic. J'aime beaucoup Keith Lee. Donc ils nous ont fait un bon match de poids lourd quand même. C'est rare chez WWE et surtout NXT parce qu'NXT n'a pas eu beaucoup de poids lourds hyper pushés sur le haut des cartes. Alors Samoa Joe, là comme ça j'en vois pas un deuxième. Il y a peut-être eu mais là ça me vient pas. Donc le match est plutôt bien construit. Un truc, Keith Lee a une overness incroyable. Il peut faire ce qu'il veut dans un match et il va être popé. N'importe quoi va être applaudi. Le simple fait quand il est dans une tentative de souplex, le simple fait de retirer le bras de Dijakovic, il y a eu une grosse pop. Donc je pense que NXT, Triple H, tout ça ferait bien de banquer sur Keith Lee assez rapidement. Je le mettrais dans le main event très rapidement. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est une sensation de vrai combat dans ce match. On n'a pas eu l'impression que c'était trop chorégraphié. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime le plus le catch. Je pense que c'est la raison pour laquelle on regarde tous du catch. C'est cette simulation de combat. Et trop souvent, dans cette simulation de combat, à l'œil, on voit bien que c'est deux mecs ou deux filles qui font semblant de se battre. De par les moves assez lents, amples et ou approximatifs. Là, ça s'est pas vu. Donc on a vraiment à l'œil une perception, un vrai rendu très, très crédible. J'ai bien aimé aussi les moves de Dijakovic, les moves impressionnants, mais qui ont été facilement contrés par Keith Lee. Je parle pas du springboard senton à l'extérieur sur la chaise. Je parle vraiment du début où, par exemple, Dijakovic tente un saut par-dessus la troisième corde sur Keith Lee à l'extérieur, qui la réceptionne. Alors avec un peu de difficulté, le timing n'était pas super bon, mais ça a dégagé un aspect ou une sensation de Keith Lee qui était vraiment inarrêtable. Dijakovic pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait, mais Keith Lee est tellement fort que c'était un peu voué à l'échec et c'était vraiment cool à voir. Et dans l'exécution, c'était bien fait en plus. C'était bien fait parce que aussi ils ont réussi à faire en sorte que ce soit pas abusé, que Keith Lee soit un peu inarrêtable, enfin inébranlable, alors qu'il prend quand même un énorme mec sur la gueule, mais il est tellement fort, tellement bouqué fort et c'est tellement crédible que on embarque dans ce genre de choses. C'est pas hyper abusé, c'est pas Roman Reigns qui se dégage de n'importe quoi. Voilà, sinon le match était cool. L'un des faits que je disais au départ que j'apprécie pas trop Dijakovic, c'est par son manque de dynamisme. Notamment tout ce qui est course dans les cordes. Il y a eu un échange comme ça au début où les deux prenaient de l'élan dans les cordes. Et je trouve Dijakovic très lent dans ce genre d'exercice, tout ce qui est projection, course. Quand il projette son adversaire, c'est très lent dans l'exécution. Quand il prend une course, d'élan pour attaquer son adversaire ou se projeter par-dessus les cordes. C'est très lent, ça manque de dynamisme. Et c'est l'une des choses qui font que je suis pas un grand fan de Dijakovic dans l'ensemble. Mais dans l'ensemble, je trouvais le match assez bon. Je mets 3 1 quart. C'est vraiment un bon opener, ça a bien chauffé la foule dans un registre dans lequel on n'a pas l'habitude de voir débuter les takeovers. Très souvent, c'est les matchs par équipe. Et voilà, là c'était un chouette opener qui annonçait un bon show. Derrière, on a eu le street fight entre Dakota Kai et Tegan Nox. J'ai bien aimé l'intensité que les deux filles ont réussi à donner à leur match et à leurs échanges. Le fait que
que Dakota Kai attaque Tegan Nox pendant son entrée. C'était vraiment chouette. Ça fait un peu écho à leur feud. Donc c'était vraiment bien. J'ai bien aimé le selling dans le match de Dakota Kai qui a réussi à mettre over Tegan Nox de par son selling. Je trouve que c'est vraiment une chouette perf de la part de Dakota Kai. Donc le selling était bon, sauf à l'un des moments les plus importants, c'est-à-dire la German sur la poubelle. Donc voilà, il y a eu la German. Alors, elle était bien vendue, mais derrière il y a eu le compte, il y a eu le tombé, il y a eu le replay. Et derrière, Tegan Nox a voulu prendre une course d'élan pour attaquer Dakota Kai, qui a esquivé, qui s'est mise à courir. Donc voilà, le selling sur l'instant était bon, enfin l'acting a été bon pour rendre le move impressionnant, qu'il était déjà, hein, mais pour le rendre encore, lui donner encore plus d'impact. Mais par contre derrière, elle s'est mise à courir direct. Un peu plus de selling aurait été cool, pas s'arrêter à une tranche de 10 ou 15 secondes. Mais sinon voilà, c'est à peu près le seul point noir qu'il y a eu. Le match donnait pas trop l'impression d'être trop préparé. Enfin, il y a eu pas mal de spots dans ce match, mais on a vraiment eu l'impression que ça venait sur le match instinctivement. Alors c'était préparé en amont, j'imagine, mais ça donnait pas l'impression de spot numéro 1, spot numéro 2, spot numéro 3, spot numéro 4. Tout faisait à peu près sens, toutes les actions faisaient sens les unes après les autres. Ça cassait pas le déroulé du match en plein milieu pour faire autre chose. Un défaut qu'on a eu dans le main event d'ailleurs. Notamment avec la table. C'est Tegan Nox, je crois, qui prépare la table à l'extérieur. Très généralement, quand il y a dans un match où il y a pas mal de spots comme ça, notamment quand on sort la table. On sort la table, mais on va pas s'en servir tout de suite. On sort la table, on fait tiens, je prépare la table pour plus tard. Alors que rien ne dit que tu vas pas la prendre toi dans la gueule, et c'est généralement ce qui se passe. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est bien préparé dans le match. La table n'est pas là par hasard. Alors que là, la table est sortie. Tegan Nox essaie de s'en servir tout de suite. Elle n'y arrive pas. Le match continue. Et à un moment donné, elle n'arrive pas à finir Dakota Kai. Donc elle va chercher la table extérieure pour la remettre dans le ring. Et ça donne vraiment une sensation de vrai combat. J'ai pas réussi à l'utiliser. J'ai pas réussi à l'utiliser tout à l'heure. Là, je vais l'utiliser. Donc c'était vraiment cool. Voilà. J'ai pensé un double turn aussi pendant le match. Tegan Nox allait de plus en plus loin. Elle mettait la chaise autour du genou. Elle mettait la chaise autour du cou de son adversaire. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont tenter, ils vont oser essayer un double turn. Je pense pas que ça aurait été une bonne idée parce que c'était quand même un peu tôt dans leur feud d'essayer un truc comme ça. Donc ça a été protégé par le finish. Voilà, qui protège un peu les deux, mais voilà, ça. Je pense que j'aurais pu aller plus loin dans la note. J'ai mis un 3 étoiles, c'était bien. Mais voilà, le finish m'a un peu bloqué. Voilà, j'aurais espéré que ça se termine autrement. Voilà. Derrière, on a eu le match le plus attendu, a priori, par beaucoup de gens. Finn Balor contre Johnny Gargano. Alors que je vais tout de suite donner la note, je mets 3,5 à ce match. Je pense qu'il a récolté de bien meilleures notes ailleurs. Voilà, je répète, si jamais il y a des nouveaux, que je note plus souvent. Je vais remettre les mots dans le bon ordre. Souvent, je note plus sévèrement que les gens. C'est pas volontaire, c'est juste que, a priori, il y a beaucoup de choses qui me dérangent plus que le reste des gens. Déjà, première chose qui m'a dérangé, et ça m'a fait écho, moi, un truc que j'ai détesté dans un autre match qui a eu lieu il y a quelques années. Il y a une feud entre les deux, il y a pas mal d'intensité, pas mal de haine qui commence à se dégager des deux. Et sur le match, on fait un début de match technique. Alors ça, je comprends absolument pas la logique. Après, in kayfabe, Johnny Gargano a été blessé par Finn Balor pendant 3 mois. Pourquoi Johnny Gargano, quand il revient, il se met à faire un début technique pour maîtriser Finn Balor? Je vois pas du tout l'intérêt. Pour moi, il y a un début de haine entre les deux. Les deux se foutent sur la gueule, des coups bas, des techniques un peu vicieuses. Là, pas du tout. On essaie de faire un match propre.
s'il y avait une petite rivalité, un peu qui est le meilleur, je comprends qu'on veuille un peu faire comprendre à son adversaire qu'on est meilleur en faisant de la technique, mais là c'est pas le point du match, c'est pas le point de la feud. Euh, le match auquel ça m'a fait penser, c'était Samoa Joe contre Shinsuke Nakamura il y a quelques années dans un takeover, pareil, où les deux étaient arrivés pas en se menaçant, mais en se défiant, en s'insultant et tout, en se poussant avant le début de match. Et on sentait la tension pendant l'annonce officielle. On s'est dit putain, ils vont se mettre sur la gueule les deux. Et ça a commencé par une prise de contact. Et en fait, tout ce qui avait été fait en amont, sur les quelques minutes d'avant, eh ben, ça a complètement été balayé pour faire un début de match assez insipide. Là, ça m'a donné un peu ce ressenti aussi. J'ai trouvé le match un peu trop segmenté. C'est-à-dire que il y a eu trois grosses phases dans le match. Il y a eu ce début-là un peu technique qui m'a carrément dérangé. On a essayé de prendre l'avantage par de la technique alors que les deux se détestaient. Je pense que ça aurait donné un meilleur rendu si c'était mis sur la gueule direct. Ensuite, on a eu un côté un peu. On a essayé de se donner de rajouter du, du storytelling au match avec du travail sur le bras, travail sur la jambe. C'était plutôt pas mal amené, mais ça a complètement été balayé quand on est rentré dans la troisième partie, c'est-à-dire un match qui est devenu, qui allait sur le terrain de ce que NXT propose bien plus souvent, c'est-à-dire un match avec pas mal de spots et de choses, enfin pas spots, mais de moments un peu plus marquants. On peut utiliser le terme spot. Et voilà, je trouvais que c'était assez grossier la manière dont on passait d'un segment de match à l'autre. Et ça faisait pas spécialement sens avec ce qui s'est passé avant, notamment à la fin, où on s'est mis à catcher sur un rythme beaucoup plus rapidement, tout en délaissant le fait qu'il y a eu un travail sur la jambe, il y a eu un travail sur le bras avant. Et ça n'a pas du tout handicapé les lutteurs pour la fin de match. Et voilà. Je trouvais que c'est un match qui manque d'identité parce qu'il y a eu des séquences trop différentes les unes des autres. C'est un match qui n'a pas su trouver son identité, je trouve. Un match pas assez tape à l'œil pour le public d'NXT, à mon avis, parce qu'ils n'ont pas eu énormément de réactions sur les deux premiers tiers du match. Il y a eu des réactions pour encourager les lutteurs, mais pas assez de réactions à ce qui se passait dans le ring. Voilà. Donc 3,5, c'est pour ça que je ne vais pas plus haut, parce que les points faibles sont trop visibles. Ensuite, on a eu le deuxième match féminin. Bianca Belair qui challengeait Rhea Ripley pour le championnat NXT. Chouette match, j'ai bien aimé. Je vais mettre la même note que pour l'autre match féminin, c'est-à-dire 3 étoiles. Je pense que les deux matchs féminins, c'est les deux matchs qui ont eu le moins de temps. Donc ça les pénalise entre guillemets pour avoir de meilleures notes. Mais sur le rendu, c'est pas le terme que je cherche, sur le ratio temps d'antenne, qualité de match. Je pense que c'est les deux matchs féminins qui s'en sont le mieux tirés. Petit clin d'œil au début avec la robe de Bianca Belair qui lance un message à Charlotte Flair. Elle aussi, elle peut être la queen. Avec son collier. Je sais pas si c'est d'où ça vient, si c'est un truc un peu égyptien ou d'une autre. D'une autre région du monde, hein, de l'histoire, je sais plus. Donc voilà, elles ont eu une bonne exécution dans ce qu'elles ont tenté de faire, c'était plutôt fluide. Bianca Belair a brillé dans ce match, beaucoup plus que Rhea Ripley, dans ce côté athlète. Ça m'a fait penser à l'opener un peu, avec Rhea Ripley qui a pris le rôle de Dijakovic. Enfin, elle a pris le rôle, c'était pas volontaire, c'est juste qu'ils ont un peu le même profil dans ce genre d'idée. C'est que c'est deux gros gabarits qui ont un peu, enfin pas de mal à se mouvoir, mais du mal à être dynamiques sur les débuts de course. Et ça se voit beaucoup moins et que Bianca Belair, c'est vraiment un de ses points forts à elle. Je sais plus quel sport elle a fait quand elle était je crois que c'est à l'université ou au lycée, je sais plus. On a vu une fois à NXT qui avait remontré de vieilles images où elle était, je crois, sprinteuse ou elle faisait du saut de haie, je sais plus. Et ça se voit vraiment que sur ses débuts de course, elle a vraiment
des départs très dynamiques. Et c'est vraiment chouette, ça donne du peps au match. Après, Rhea Ripley, son manque de dynamisme, tout relatif, non, il existe, mais ça l'empêchera pas de faire une grande carrière. Hein. CM Punk en est le plus grand exemple. Hein. Lui aussi, si vous revoyez de vieux matchs, tout ce qui est projection dans les cordes, ou lui-même prendre des courses dans les cordes, ou s'élancer pour des dives à l'extérieur, c'est vraiment assez lent. Mais voilà, hein, c'est pas mal. Hein. Dernière chose aussi, j'ai beaucoup aimé pardon, le côté underdog, je sais pas si c'est le bon mot, mais fédératrice qui a réussi à dégager Bianca Belair. Je me souviens d'un match où elle avait dégagé cette sensation déjà, c'était contre Shayna Baszler. Leur premier affrontement, je crois que c'était en janvier 2019, lors d'un takeover aussi, où elle n'était pas la favorite, elle était invaincue à l'époque. Ou alors c'était au début de cette année, je sais plus. Enfin non, c'était début 2019 du coup, pas 2020. Elle était invaincue à l'époque et c'est Baszler qui avait donné sa première défaite. Où Baszler lui avait porté sa soumission, son espèce de coquina clutch. Et elle avait beaucoup lutté, elle avait réussi à se relever, elle avait réussi à donner l'envie au public et à moi compris d'avoir envie de la voir se surpasser encore davantage, quitte à même gagner le match. Et là, elle a réussi à dégager à nouveau ce côté un peu, pas underdog, mais fédératrice, comme je disais, dans ce match à la fin où pour moi c'était clair qu'elle allait perdre. C'était un match sans suspense. Et elle m'a donné un petit peu envie de l'avoir gagné quand même à la fin. La fin justement avec l'arrivée de Charlotte Flair, qui rien que ça, elle a ébloui un peu ce show de par sa présence. Elle est tellement charismatique, Charlotte Flair. Donc voilà, je pense que suite à la fin du match, on aura un Charlotte Flair contre Bianca Belair. Alors soit ça se déroulera à NXT, soit peut-être pourquoi pas en pay-per-view, genre il y a Elimination Chamber en mars, avant WrestleMania. Donc pourquoi pas un affrontement entre les deux, ça pourrait être sympa. Même si Elimination Chamber je pense pas, parce que vu que c'est le seul pay-per-view, il n'y a plus de fast lane a priori avant WrestleMania. Pour builder WrestleMania, je pense pas que un match avec Bianca Belair, je pense pas que ce soit. Je pense que c'est vraiment dispensable. Donc au final, je pense pas que ce sera en pay-per-view, mais je pense que NXT ça pourrait faire un bon match. Ça fera certainement un bon match. Ensuite, on a eu le championnat par équipe avec Undisputed Era qui remettait ses ceintures en jeu contre l'équipe Brotherweight. Spotfest, voilà, sympa. Le tag classique de NXT, vraiment rien d'original. Mais bon, on a 4 bons lutteurs, donc on a eu un bon match. Je m'arrête à 3,5 pour la note. Parce que c'était un bon match. C'est quand même pas un match. On a eu largement mieux dans ce registre à NXT. C'est un match qui a manqué un peu de construction ou de fil rouge. Appelez ça comme vous voulez. On n'a pas eu une sensation d'une avancée dans le match progressivement. Voilà, il n'y a pas eu l'impression de progression. Voilà. Il y a eu un manque de selling forcément, vu que c'était un spotfest. Mais ça avait un côté spotfest, c'était pas un spotfest à Burn. Mais voilà, il y a eu quelques sellings un peu faibles. Mais bon, ça fait partie de ce genre de match. Puisque c'était un match par équipe, c'était aussi un peu masqué par moment. Enfin, masqué, c'est pas que c'était masqué, mais le fait qu'il y ait des partenaires, justement, ça empêche des kick-out abusés. Ou alors un contre en plein milieu du ring, après, alors que le mec il prend hyper cher. Le partenaire peut venir le sauver, etc. Donc voilà, le fait qu'il y ait des partenaires, ça évite que les lacunes, notamment au niveau du selling, se voient trop et que ça fasse baisser la note. Une chose auquel je voulais parler aussi, c'est la première fois qu'on a des champions par équipe qui ne sont pas une vraie équipe. J'ai regardé tout à l'heure la liste. On peut peut-être compter la première équipe, c'est-à-dire Neville et je sais plus qui. Et ensuite Neville avec Corey Graves en équipe. Qui ne sont pas des vraies équipes. Après sinon on en a toujours eu. On a eu Mustache Mountain, on a eu le Revival, American Alpha, AOP, DIY. On a eu aussi The Ascension, les Lucha Dragons, tout ça.
Et c'est un truc auquel NXT c'était pas aventuré et c'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Le titre par équipe, c'est quelque chose qui était réservé vraiment à une vraie équipe. Et je trouve que on a perdu ce truc du genre les équipes. Enfin, être une équipe, c'est hyper difficile quoi. Trouver une alchimie avec un partenaire, etc., c'est très compliqué. Et c'est pour ça que vraiment, par exemple, au début des années 90, si tu prenais deux top stars solo et que tu les mettais contre les champions par équipe, tu savais qu'elles allaient galérer quoi. Et que c'était pas sûr qu'elles gagnent. Et ensuite, progressivement, et c'est arrivé au milieu des années 90 pour WWE parce qu'il y avait de moins en moins de vraies équipes. C'est souvent des associations de lutteurs et c'est là que ça a commencé à partir en couille pour WWE parce que c'est là vraiment que ça a commencé à être des équipes faites en un claquement de doigts et qui vont gagner le titre assez rapidement. Type Shawn Michaels et Diesel. Mais aujourd'hui, par exemple, tu prends deux top stars solo chez WWE, ils peuvent affronter n'importe quelle équipe du main roster. Ils vont y aller, finger in the nose, ils vont gagner facilement. Et c'est vraiment ce genre de truc dont j'étais content de ne pas voir à NXT. Même si les Dusty Rhodes classiques ont tendance à faire ça. C'est-à-dire avoir des gagnants qui ne sont pas des vraies équipes, Balor Samoa Joe, et avoir en finale un mec comme Roderick Strong associé à Pete Dunne il y a 2 ans. Donc voilà, et Black qui a Ricochet l'année dernière aussi. Donc voilà, j'espère que les Brotherweights ne seront que des champions de transition. J'espère a priori, on devrait avoir une revanche au prochain takeover. Et ça devrait splitter entre les deux, a priori. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Aussi, choix curieux de mettre ce match en pré-main event, parce qu'étant donné que ça allait être un match avec un côté spot-fest, il allait avoir beaucoup de pop, ça allait fatiguer un peu le public avant le main event. C'est quand même assez curieux comme choix. Et le main event derrière, que je vais noter à 3 1/4. Donc ne partez pas, je vais vous expliquer. Un main event typique NXT, je pense que ça va encore une fois taper des grosses notes. Si jamais vous avez beaucoup aimé ce match, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Moi je trouve que c'était... Alors, je vais enlever le début et je vais enlever la fin. J'enlève les premières minutes et j'enlève vraiment la toute fin. Et surtout le gros du match. Je sais pas combien de temps a duré le match, mais je pense qu'il a duré 25 minutes, un truc comme ça. Pendant 20 minutes, peut-être un peu moins de 17-18 minutes. J'ai pas trop compris où est-ce qu'il voulait en venir exactement. Il y avait rien de mauvais, c'était bon dans l'exécution, etc. Mais pareil, il n'y avait pas de progression lisible exactement. Pareil, comme le Balor Gargano, on travaille des zones du corps, mais ça va pas servir à grand chose. Je comprends que Cole travaille la nuque de Ciampa, c'est logique, mais ça joue pas spécialement un rôle important dans le match. Quand Ciampa a envie de revenir, il revient. Donc voilà, le début était cool avec Ciampa qui contre toutes les tentatives de Adam Cole, toutes les tentatives de triche. Il sort à l'extérieur, Ciampa va le chercher, il rentre et puis il essaie de l'attaquer par surprise. Tous ces moments-là c'était cool, ça donnait du momentum à Ciampa sans faire grand-chose. Pareil, les phases de domination au sol de Ciampa au sol étaient cool, il réussissait à annihiler toutes les tentatives de contre de Adam Cole. C'était cool. Le reste du match a également aidé le match, c'est-à-dire l'overbooking à la fin, avec l'Undisputed Era, etc. Ça a fait écho avec le premier Cole Gargano de l'année dernière pour le titre vacant d'NXT où Gargano a gagné le match en étant seul contre tous. Encore une fois, Gargano, Ciampa la connexion. Et c'était plutôt pas mal. Quand j'ai vu Johnny Gargano arriver, je pensais que c'est Gargano qui allait coûter le match à Ciampa, mais sans le faire exprès. Je pensais que qu'il allait donner la ceinture à Ciampa, que ça allait mal se passer, que Gargano allait tenter d'aider Ciampa contre l'Undisputed Era 3 contre 2 ou 4 contre 2 et que involontairement il allait frapper Ciampa et que ça allait lui coûter le match. Donc je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Enfin, jusqu'à ce que Gargano retire la ceinture de Ciampa, donc là c'était évident. Mais voilà, finish un peu anticlimatique, enfin carrément anticlimatique, pardon. Avec juste un coup de ceinture et c'est fini. Donc moi j'adore hein, ce style de truc. Je te mets un coup de ceinture et t'es KO.
Mais le problème, c'est qu'avec NXT, on a vu tellement de kick-out hyper abusés après des gros enchaînements où le ceiling est largement parti à la poubelle que là, juste un coup de ceinture. Alors après, un long match, certes, mais juste un coup de ceinture alors que Ciampa était super. Donnait l'impression d'être hyper frais. Ça me dérange un peu. Donc finish un peu anticlimatique, enfin carrément anticlimatique. C'est pour ça que je mets juste un 3-1/4 au match. La grosse partie du match est, est pour moi incompréhensible ou pas intéressante. Donc voilà, sans le début et la fin, je tournerai autour d'un 2,5. Bah, c'est correct, hein, tout est bien, mais c'est pas. euh, ça, ça dégage rien en fait. C'est un match vraiment sans âme, un match creux, vide. Et le début de match et la fin du match donnent la consistance au match. Donc c'est pour ça que je monte un 3-1/4. C'est peut-être même un peu généreux, mais voilà. Donc voilà, je finis cette review en mettant la note de 6,5 plus à ce show. C'était un bon show, je mets pas 7, mais c'est vraiment pas loin. Il aurait manqué qu'un match aille un petit peu plus loin dans son idée. Voilà, tant qu'on est là, on va faire une espèce de pronostic pour le prochain NXT TakeOver. Comment je vois les choses se passer. Je pense que Ciampa va avoir une nouvelle chance pour le titre de Cole. Étant donné que Gargano est intervenu, je pense qu'il va s'incruster dans le match. Et si Gargano s'incruste, j'aimerais voir Balor s'incruster aussi parce que Balor a battu Gargano. Si Gargano est dans le match de championnat mondial et pas Balor, niveau booking, je trouverais ça un peu pas terrible. Donc je pense qu'on aura un 4-way pour le titre suprême. Ça ferait très longtemps qu'on n'aurait pas eu ça. 3 ou 4 ans, c'était période Zayn Neville, tout ça, je crois. Ensuite, championnat par équipe, on aura une revanche, à mon avis. Je pense que le match entre le Velvet in Dream et Roderick Strong va être gardé pour TakeOver. Je pense pas qu'on l'aura en weekly. Encore que. Ensuite, je pense il y aura le match de Keith Lee, forcément. Par contre, je sais pas qui Keith Lee va affronter du tout. Peut-être Finn Balor, mais du coup, ça va dire que Gargano serait sur la prochaine carte plus haut que Balor après avoir perdu. Ce qui me dérangerait un peu niveau booking. Et puis voilà, après, match féminin, je pense pas qu'on aura le match de. Je pense pas qu'on aura Rhea Ripley sur le show. Ça m'étonnerait en tout cas. Donc au niveau du match féminin, je sais pas à quoi on peut s'attendre. Peut-être un match, une revanche entre Tegan Nox et Dakota Kai. Moi, elles m'ont fait vraiment une bonne impression sur ce show, donc j'ai vraiment envie de les revoir. Après, ça laisserait pas mal de filles en dehors de la carte. Bianca Belair, Io Shirai si elle revient, Candice LeRae, tout ça. Et puis voilà, ça fait 5 combats, peut-être un 6ème, peut-être le titre Cruiserweight avec Jordan Devlin, mais voilà. Par contre, si Devlin vient, je sais pas qui du tout il peut affronter. J'ai pas envie de voir une revanche tout de suite avec Tyler Bate. Tyler Bate, justement, il affrontera peut-être Keith Lee, ça pourrait être un très bon match. Bate contre les gros poids lourds, ça marche toujours très bien. Donc voilà pour les pronos de la carte. Je pense que ça devrait ressembler à un truc comme ça. Donc on verra. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo review et projection pour le prochain takeover. C'était Akamoshi. Abonnez-vous, likez la vidéo, laissez des commentaires, partagez la vidéo. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour promis la vidéo TEW juillet 2018, août 2018 pardon, et SummerSlam 2018. Voilà. Salut tout le monde, à la prochaine.